Bon, allez, on passe au cœur du truc, parce que le gars, il va tout bien expliquer là. Monter notre dossier. Gardez toujours debout, c'est le moment d'accueillir Benoît Trépied, anthropologue chargé de recherche au CNRS et spécialiste de Moi, je pense que Benoît Trépied, il est sur ses appuis. Il est bien... Il tient. Je pense qu'il tient la route. Nouvelle-Calédonie, le militant Roch Oakas, membre du syndicat USTC et membre du parti Travis Kanak. Et enfin, Dominique Flochy, secrétaire général de l'Union calédonienne. Avec nos invités, nous discuterons... Donc moi, je connais pas du tout les formations, je sais pas. ...du projet de loi constitutionnelle visant à changer le corps électoral pour les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La question du vote est un sujet très sensible en Nouvelle-Calédonie, ce qui explique les violences qui ont éclaté en marge de l'examen de la révision constitutionnelle. Les députés se penchent depuis hier sur le projet de loi constitutionnelle visant à changer le corps électoral pour les élections provinciales au sein de cette collectivité d'outre-mer au statut particulier. Le texte adopté par le Sénat le 2... Oui, c'est vrai, comment son ancêtre, il alloue ce nom de famille Trépied? Genre, ça existait avant. Peut-être qu'ils ont inventé le trépied. Peut-être que ses ancêtres, ils ont fait ça. 2 avril dernier, qui va être voté aujourd'hui à l'Assemblée nationale, est très contesté par les indépendantistes qui exigent purement et simplement son retrait. Ils se sont d'ailleurs rassemblés devant le palais Bourbon, où nos confrères et camarades Lisa Lapp et André Manivit sont actuellement. Je me tourne d'abord vers vous, Benoît Trépied. Oui, donc ça, c'est en France. Apparemment, c'est à Paris, il y a eu ça aujourd'hui, là. Je rappelle que vous êtes hier. Anthropologue chargé de recherche au CNRS et spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. J'aimerais qu'on parle de ce statut administratif de la Calédonie et de son corps électoral qui sont très spécifiques. Quel est ce statut et qu'est-ce qui justifie cette exception ? Alors là, Calédonie a un statut effectivement unique actuellement dans la République française, qui est celle d'un territoire en voie de décolonisation. Oui. C'est-à-dire que depuis l'accord de Nouméa de 1998, on considère que la Nouvelle-Calédonie a vocation à l'émancipation. Mais cette émancipation, elle se fait autour d'un projet de citoyenneté. Donc en fait, c'est ça. De ce que j'ai compris, il y a eu en 1998 ce truc dont il parle là, qui a permis de calmer les tensions, notamment en donnant à la Nouvelle-Calédonie le statut d'être en voie de décolonisation. Et dans la continuité de ce statut, il y a eu le gel des votants, enfin de la population qui peut voter électoralement. Citoyenneté calédonienne qui C'est en voie de décolonisation. Bah là, avec Macron, ça risque d'être l'inverse en fait. Genre, rassemble à la fois le peuple kanak autochtone colonisé et puis ceux qu'ils ont appelés dès 1983 les victimes de l'histoire et qui sont, disons, les populations implantées depuis longtemps au fil d'une histoire coloniale extrêmement tourmentée. Et c'est par la réunion de ce peuple kanak avec ces autres communautés que se crée une citoyenneté, un destin commun, un futur et donc une décolonisation du pays. Mais pour construire cette citoyenneté, il faut la circonscrire. Il faut mettre des limites. Et c'est pour que les colons se cassent de ce pays indépendant. Non, comment dire, c'est pas ce qu'ils veulent en fait. Ils veulent juste qu'ils aient les mêmes droits, le même niveau de vie et que ça soit indépendant. Mais pourquoi rentrez pas immédiatement dans cette logique de il faut qu'ils se cassent en fait, parce que vous vous trompez, vous comprenez pas la situation et vous allez juste faire peur aux gens. En fait. Je comprends, mais en fait, il faut surtout que l'imaginaire et l'esprit colonial et tout ce qui s'applique dans la vie des gens, que ça soit dans l'urbanisation, dans les droits, dans la situation économique des gens, il faut que tout ça s'améliore, il faut que tout ça disparaisse, bien sûr. Mais ça veut pas dire qu'ils veulent que les colons dégagent en quelque sorte. Enfin, il y a plein de gens, ils sont là depuis des générations et ils font partie de ce corps électoral, c'est des habitants et ils ont plus de problèmes. Enfin, comment dire, c'est pas c'est pas ceux qui créent le plus de problèmes avec les Kanaks. Ils ont la citoyenneté française, je crois. Il y a des Océaniens qui ne l'ont pas, mais construire cette citoyenneté, il faut la circonscrire. Il faut mettre des limites. Et c'est pour ça que le corps électoral a été gelé. C'était une façon de signifier que ceux avec qui les Kanaks vont faire peuple... Mais oui, c'est ça. Ils veulent que les colons français actuels acceptent de prendre la citoyenneté kanak et de s'intégrer aux institutions kanak. Ceux qui ne peuvent pas le supporter doivent partir, ceux qui acceptent restent. Voilà, c'est tout simplement. Un État pour tous. De signifier
que ceux avec qui les Kanaks vont faire peuple et construire un pays, ce ne sont pas tous les Français qui débarquent en Nouvelle-Calédonie. C'est ceux dont la Calédonie est quelque part devenue la terre et qui n'ont plus de lien ou presque plus de lien avec l'Hexagone. Donc quand vous dites que le corps électoral est gelé, ça veut dire qu'il y a une partie de la population au sein de cet archipel qui est... Ah oui, et puis il y a une créolisation, quoi. Enfin, pour revenir au concept de Mélenchon et tout ça, parce qu'il y a des Blancs, ils sont là depuis très longtemps. Ok, ils descendent des colonisateurs et tout ça, mais ils sont là depuis très longtemps. Puis il y a eu des métissages familiaux. Enfin, c'est plus complexe que ça, quoi. Le plus gros problème, c'est surtout les expatriés récents qui débarquent, qui vont obtenir un droit de vote, et dont beaucoup ont un imaginaire très d'expat colonialiste en quelque sorte. Ils viennent faire du business, ils viennent pour ça, ils vivent dans leur quartier pour eux et tout ça, quoi. Terre et qui n'ont plus de lien ou presque plus de lien avec l'Hexagone. Donc quand vous dites que le corps électoral est gelé, ça veut dire qu'il y a une partie de la population au sein de cet archipel qui est privée du droit de vote. Du droit de vote aux élections provinciales qui déterminent le Congrès de la Calédonie, qui lui-même détermine le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a 3 listes électorales en réalité, 3 différents corps en Calédonie, c'est un petit peu compliqué. Tous les citoyens français, même ceux qui viennent de débarquer, sont inscrits sur la liste générale et votent aux municipales, aux législatives, aux européennes, aux présidentielles. Puis il y a le corps électoral spécifique pour les provinciales qui amène le Congrès et le gouvernement. Et enfin, un autre corps spécifique, celui des référendums d'autodétermination. La citoyenneté calédonienne, elle est basée sur le corps électoral des provinciales. Et tout l'enjeu, c'est que les gens qui sont inscrits en commun sur cette liste font peuple à terme, c'est-à-dire créer une citoyenneté qui, pour le moment, est dans la nationalité française, mais qui aurait vocation à s'émanciper. Mais là encore, pour que ça fonctionne, il faut parvenir à distinguer qui est de cette terre, en quelque sorte, et qui n'en est pas, et qui est là de passage. Pour bien comprendre, donc, les accords de Matignon, puis de Nouméa, ont statué que les personnes... Et je me demande comment ils voient le truc au niveau du corps électoral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu aies un ancêtre qui est habité là. Est-ce qu'il y a une sorte de droit du sol qui pourrait se créer, en fait? Un genre de droit du sol à la naissance. J'imagine que s'il y a un gouvernement kanak, c'est un peu ça qui va être fait, quoi. Du coup, les expats qui sont là, genre même depuis 30 ans, mais qui sont... Voilà, c'est pas des citoyens en tant que tels. Pour ajouter un peu d'eau dans notre vin, beaucoup de caldoches, dont les blancs, sont issus des bagnes qui servaient de méthode de colonisation, de peuplement. Donc étaient aussi des exploités, mais bien sûr pas au niveau des Kanaks. Oui, bah, comme en Guyane. Pareil en Guyane et tout ça. Allez voir d'ailleurs, je vous conseille là, il y a une chaîne que j'aime bien qui a fait un épisode sur l'affaire Galbo. Qui est très très bien. Avec, je sais plus comment il s'appelle là, attendez. C'est intéressant ce truc là. L'affaire Galbo. Oui, c'est ça. Thomas François Galbo. Et il y a une vidéo qui est sortie. Galbo, c'est écrit comme ça? Attendez, je vais trouver la vidéo parce que... Hop. Non! L'affaire Galbo. Elle est où cette vidéo là? Mais non, mais c'est pas E.T. Putain, mais attendez, c'est pas ça, je me trompe, non? Putain, elle est où cette chaîne? Attendez, je vais retrouver parce qu'il avait fait un truc, c'est nazisme, Aimé Césaire. Je vais retrouver comme ça. Elle est où sa vidéo, Asgard? Il a une bonne chaîne, il explique bien. J'aime bien son contenu. Putain, les gens, vous voyez pas de quoi... Ah voilà, ça y est. Oui, d'accord, c'est lui. Ah. Voilà, et du coup, c'est l'affaire Galmo. Putain, c'est pour ça que voilà. Avec les insurgés de Cayenne. Allez voir cette vidéo, elle est très bien. Et ça parle justement d'un fait colonial en Guyane. Mais globalement, je vous conseille sa chaîne en général. Oui, d'accord, il fait vraiment des bons contenus. Quelle chaîne de fou. Ouais, j'en ai bouffé plein de ces vidéos. Elles sont vraiment, vraiment bien. Surtout, les plus regardées, c'est sur la jonction entre colonialisme et fascisme. Qui est une question assez intéressante. En mode, comment finalement...
c'est dans une continuité coloniale qu'on s'est retrouvé avec le fascisme de Mussolini et le nazisme allemand et tout ça. Bref. Et notamment cette vidéo-là qui est vraiment cool, je trouve. Fascisme, le dernier rempart du capitalisme, où en fait il s'interroge sur le fait que l'espèce de prise de pouvoir trumpiste sur le comment dire, en Amérique, là, sur la Maison Blanche, a échoué. Dans le sens où elle aurait très bien pu aboutir si ça convenait aux bourgeois, si ça convenait à la bourgeoisie américaine d'avoir Trump encore au pouvoir. Mais finalement, c'est pas ce qui les arrange. Parce que, bref, allez voir la vidéo. Voilà. Et moi, je vais me regarder celle sur les canuts, parce que je connais pas l'histoire des canuts. Et ça m'intéresse. Donc j'irai voir ça de mon côté, moi. Voilà, oui, d'accord. Allez voir la chaîne de Oui, d'accord. Sur les canuts. Mais je connais pas l'histoire des canuts. Je sais, c'est à Lyon, hein, on est d'accord, c'est ça, non? Les canuts, c'est à Lyon. Moi, je connais pas du tout cette histoire-là. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Ouais, je connais pas. Il faut que j'en apprenne plus. Ayant le droit de voter à ces élections donc provinciales étaient ceux installés en Nouvelle-Calédonie jusqu'en novembre 1998 et ces personnes devaient justifier de 10 ans de présence. Voilà, c'est ça. Donc quelqu'un arrivé en 95 est rentré sur cette liste électorale et donc devenu citoyen calédonien en 2005. Mais ceux qui sont arrivés après 98 ne le sont pas devenus. Pourquoi? Parce que l'accord de Nouméa de 98 a officialisé la décolonisation. C'est un terme dans l'accord qui lui-même est dans la Constitution. Donc c'est pas une vue de l'esprit, c'est un choix qui a été fait par le constituant français. Et donc les gens qui sont arrivés après, malgré cette situation de décolonisation, si vous voulez, ça pose un problème. C'est une espèce de politique du fait accompli qui fait qu'au bout d'un moment, ils s'installent et puis ils disent, bon, bah ok, maintenant on est là, on aimerait voter. Mais le problème, c'est que ce faisant, il y a une dynamique de minorisation du peuple kanak qui est une vieille dynamique, qui est en réalité depuis les fondements de la colonisation de peuplement, depuis le milieu... C'est ça, oui, c'est une continuité de ce truc colonial, quoi. Du 19e siècle. C'est pour contrer ça qu'on a essayé un temps de circonscrire le droit de vote et donc la citoyenneté calédonienne. Parce qu'aujourd'hui, la population immigrée est en majorité au sein de l'archipel. Disons que les Kanaks sont devenus minoritaires depuis les années 70. À force de vagues de migrants hexagonaux qui ne se considèrent pas comme des immigrants. Ils considèrent que la Calédonie, c'est comme aller en Bretagne ou dans le Pas-de-Calais, ce qui, de fait, n'est pas du tout le cas. Mais donc, les Kanaks sont devenus minoritaires. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où ils ont construit la revendication d'indépendance, et on dit, nous, peuple colonisé, sommes les seuls habilités à nous prononcer sur le futur de la Calédonie au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la République française a dit, non, pas du tout. Ici, c'est un morceau de la France. Un homme égale une voix. Tous les Français votent. Et donc, manque de bol, vous êtes en minorité électorale, donc vous serez en minorité démographique. Et donc, cette revendication est nulle et non avenue. Bah oui, c'est pour ça que, en fait, c'est l'effet un peu pervers. C'est là qu'il ne faut pas vous faire avoir. Parce que bien souvent, on va vous opposer des discours en mode « c'est la démocratie, une voix, un homme, les gens votent. » Et donc, bah oui, finalement, ils ne veulent pas leur indépendance. Bah oui, mais c'est ce dont on vous parle pas, c'est le processus de peuplement, même si à notre époque il se fait d'une manière beaucoup plus libérale. Ça veut dire qu'on n'envoie pas de force des hommes comme à l'époque du bagne, ou alors on n'envoie pas des colons littéralement pour peupler. C'est une affaire très libérale. C'est en mode, c'est comme mon pote qui est géologue là-bas. Mon pote qui est géologue là-bas, il a fini ses études, il a cherché à trouver un taf, on lui a proposé la Nouvelle-Calédonie. Lui, il s'est dit, super, je vais pouvoir plonger dans la mer avec les poissons et travailler, et avoir un bon travail. Donc il s'est dit, let's go, il y va. Mais donc c'est par tout ce processus-là que finalement tu installes aussi une population, et tu donnes, surtout, c'est ça, tu donnes à cette population un niveau de vie bien plus élevé, qui ensuite crée... en fait, le travail dont on a besoin sur place, il n'est pas fait pour la population kanak. Je suis sûr que quand on va en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas moyen d'avoir une université où tu es capable de devenir un bon géologue. Tu as besoin que ça soit mon pote qui a fait ses études en France, qui a un bon diplôme, qui est solide, qui connaît des trucs, qui doit aller ensuite en Nouvelle-Calédonie, faire le taf pour une compagnie minière, etc., etc. C'est comme ça finalement que ça se passe. C'est-à-dire que même les chances d'évolution sociale n'existent pas là-bas. À mon avis, pour les habitants, pour les Kanaks, c'est pas possible d'avoir des débouchés qui leur permettent de briguer à des responsabilités, qui leur permet d'avoir un niveau de vie semblable aux autres, en fait. Voilà. Donc c'est beaucoup, du coup, ça s'opère beaucoup. Enfin, voilà, c'est des gens qu'on forme en métropole pour pouvoir faire du taf qu'on va faire en Nouvelle-Calédonie.
Donc c'est par ce processus-là que finalement tu remplaces une population aussi. Donc c'est pas seulement une question de démocratie, une voix, un vote et tout ça, c'est structurel quoi. C'est une question économique, c'est une question d'institution. Ça ne règle jamais le problème. C'est bien pour ça que pour trouver une solution pour sortir de l'ornière, depuis l'époque de Michel Rocard en 88, il y a eu le choix de... Tous les dom-toms, bien sûr. Il y en a qui s'en sortent mieux, genre La Réunion, ça s'en sort un peu mieux. Mais même moi, quand je faisais des études de cinéma d'animation, j'avais des potes réunionnais. Bah oui, ils sont obligés de venir en France. Au bout d'un moment, tu peux pas faire tes études là-bas, quoi. Voilà. Après, sur une île, c'est sûr que tu peux pas faire toutes tes études. Mais normalement, t'es pas censé traverser la planète pour faire tes études, quoi. Enfin, déjà, il y a un problème, quoi. À partir du moment où tu dois traverser la planète pour aller dans ton propre pays, j'estime qu'il y a un truc un peu bizarre, quoi. Voilà, soyons rationnels, hein. La colonisation, quoi. Tout à fait, le niveau de diplôme des Kanaks est hyper bas parce qu'ils doivent avoir les moyens d'étudier en métropole ou en Australie. Ouais. Or, ils sont gigas dans la pauvreté. Ouais. Du côté des Kanaks, d'ouvrir, de partager le droit à l'autodétermination avec ceux qui sont là depuis longtemps. Et du côté de la République, l'acceptation qu'il fallait, d'une façon ou d'une autre, limiter le corps électoral, que tout le monde ne pouvait pas voter. C'est la rencontre de ces deux positions qui ont fondé le compromis sur lequel est bâtie la paix civile. Donc, à l'heure actuelle, le vrai problème, c'est pas tant de discuter du corps électoral, puisque il peut y avoir une discussion sur qui devient citoyen, au nom de quoi, et notamment les indépendantistes ont pris position en disant qu'on peut faire rentrer les natifs, les gens nés dans le pays, par une forme de droit du sol. Le problème n'est pas celui-là, le problème c'est d'avoir extrait cette question de la négociation globale sur le futur de la Calédonie et d'en faire un préalable aujourd'hui à la négociation, alors même que c'est le point névralgique. Et que toucher au corps électoral, en dehors d'un compromis accepté par tout le monde, c'est ni plus ni moins déterrer la hache de guerre. Et c'est la stratégie qu'a choisi le gouvernement français et les forces loyalistes les plus radicales. Et on voit que ça mène directement la Calédonie dans le mur. Donc c'est une stratégie de colonisation. Vous estimez comme la gauche que le gouvernement passe en force avec ce projet de loi? Oui, tout à fait. Et en fait, en réalité, cette stratégie du passage en force est antérieure. En fait, ça a commencé avec le 3e référendum de fin de l'accord de Nouméa, où, en raison des morts liées au Covid, il y a eu une demande unanime des indépendantistes de repousser les... En fait, je pense que la situation là-bas, ça doit pas être très compliqué, quoi. C'est que, voilà, il y a les blancs diplômés qui débarquent pour briguer à des postes de responsabilité, et la population kanak, sous-diplômée, bah, à la limite, c'est un réservoir de travailleurs pour des tâches un peu plus ingrates, quoi. C'est les femmes de ménage, c'est les éboueurs, c'est tous ceux qui font vivre un peu le pays sur des postes pas très valorisés. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, simplement. Donc oui, c'est sûr que ça pose un imaginaire colonial, quoi. Après, mais comme dans toute situation, il faut partir du principe qu'il y a des white trash, hein. Il y a toujours des white trash. En fait, à partir du moment où il y a des blancs, il y a des white trash. Donc soyez pas bêtes de ce point de vue-là. Moi, je suis sûr qu'il y a des white trash en Nouvelle-Calédonie qui eux aussi se retrouvent à faire les tafs ingrats et tout ça. Et bon, il y en a. Après, ils se distinguent. Il y a ceux qui deviennent racistes en se disant non, je suis pas comme toi, je suis pas comme un kanak et tout ça. Et il y en a, bah voilà, ça devient leur vie, quoi, de vivre parmi les kanaks en quelque sorte. Oui, tout à fait. Et en fait, en réalité, cette stratégie du passage en force est antérieure. En fait, ça a commencé avec le 3e référendum de fin de l'accord de Nouméa, où, en raison des morts liées au Covid, il y a eu une demande unanime des indépendantistes de repousser les accords, le référendum, pour permettre aux cérémonies de deuil coutumières de se tenir, puis pour pouvoir faire une campagne électorale en bonne et due forme. Ça a été refusé par l'État français, pour des raisons qui ont abouti finalement que les Kanaks n'ont pas participé au vote, et donc que ce 3e référendum qui aurait dû obliger toute la population d'une certaine façon est extrêmement contesté, n'a pas de légitimité, même s'il a une forme de légalité. Et donc cette stratégie, et après ce référendum, Darmanin, Macron, Le Cornu à l'époque ont tous dit c'est bon, la Calédonie a voté 3 fois non, c'est non, point final, le problème est réglé. Mais en fait, non, parce qu'un référendum d'autodétermination... Après, il y a plein de blancs dans la délinquance aussi chez les jeunes, beaucoup de familles, de militaires et de policiers, c'est spécial. Moi, je pense que, notamment pour les militaires, les policiers, les trucs comme ça, c'est surtout parce que je pense que quand t'es un flic ou quand t'es un militaire, tu vas vivre tes beaux jours. Tu vas vivre tes beaux jours dans les dom-toms. En fait, tu fais ta demande de mutation quand tu commences à être un peu vieux. Et du coup, tu vas aller là-bas pour aller élever tes enfants et vivre au soleil, quoi. Et du coup, c'est un peu... C'est la mutation de privilège, je pense. C'est la mutation vacancière à durée indéterminée pour les policiers et les militaires.
Mais les profs aussi, hein, je pense. Une forme de... Les profs et plein d'autres corps de métier. Merci Mescaline. D'ailleurs, je rappelle, les gens, continuez de vous abonner. Hein, objectif 70-30, 300 subs par mois. Voilà, abonnez-vous. Puis offrez des bits, machin et tout. L'égalité. Et donc, cette stratégie... Ça compte double pour la retraite. Ah ouais? Ah ouais. Oui. Après, je dis destination vacancière, c'est pas le cas de tout. Hein. Genre, par exemple, Mayotte, généralement, quand bien même il fait un peu plus beau, il fait un peu plus chaud, ils ont pas envie d'y aller. Alors que bon, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu plus sexy. Et après ce référendum, Darmanin, Macron, Le Cornu à l'époque ont tous dit c'est bon, la Calédonie a voté 3 fois non, c'est non. La Guyane, ils n'ont pas envie d'y aller aussi en général. Au final, le problème est réglé. Mais en fait, non, parce qu'un référendum d'autodétermination sans le peuple kanak colonisé, ça n'a aucun sens. Il n'y a que des gens complètement fous comme Antoine Goya pour aller devenir prof en Guyane. Voilà quoi. Alors, avant de vous... Des gens qui veulent vivre perdus dans la forêt tranquille. Là. Donner la parole, peut-être un dernier point en plus. Benoît Trépied doit nous quitter dans une dizaine de minutes. Que prévoit précisément ce projet de loi constitutionnelle ? Le projet de loi constitutionnelle prévoit d'élargir le corps électoral défini lors de l'accord de Matignon, d'insérer dans ce corps électoral tous les citoyens français présents depuis au moins 10 ans sur une perspective glissante, alors que lors de l'accord de Nouméa, c'était gelé. Donc c'est ça qui change. Ça représente, grosso modo, d'après ce qu'on a compris des chiffres que M. Darmanin a beaucoup de mal à livrer en public, malgré les demandes insistantes des députés de la gauche en ce moment, ça représenterait à peu près 25 000 personnes, ce qui, dans un archipel de 270 000 habitants au total, bouleverse assez fortement les équilibres électoraux. Et or, ces arrivants récents, ils sont tous ultra anti-indépendantistes, puisque ce sont des gens d'ici, finalement. Donc forcément, ça rebat complètement les cartes. Bah oui, parce que sinon, en fait, être pour l'indépendance, c'est littéralement... c'est aller contre toutes les opportunités qui leur ont permis de finir en Nouvelle-Calédonie, à être mieux payés et à être au soleil et tout ça. Ça n'a aucun sens pour eux de voter pour l'indépendance. Donc oui, évidemment qu'ils arrivent et ils sont tous pour la France, quoi. La France leur a permis d'aller à l'autre bout du monde, se dorer les fesses au soleil, là. Bien sûr qu'ils sont heureux, bien sûr qu'ils sont pro-français. Ça fait pas de sens qu'ils débarquent. Enfin, je veux dire, il faut être le dernier des gauchistes pour aller passer des vacances au soleil et en même temps être pour l'indépendance des peuples. Enfin, il y en a pas beaucoup, je crois. Première fois, il y a aussi des futurs médecins qui vont en Guyane car intéressant au niveau des maladies tropicales. Et savoir-faire. Territoire large et peu desservi, donc hélicoptère, etc. Ok. À l'intérieur de ces 25 000, je vous l'ai dit, il y a grosso modo, il y a la moitié... Il représente une grande partie de la population en Nouvelle-Calédonie. Bah, je crois que là, il allait répondre à ça, justement. Indépendantistes, puisque ce sont des gens d'ici, finalement. Donc forcément, ça rebat complètement les cartes. À l'intérieur de ces 25 000, je vous l'ai dit, il y a grosso modo, il y a la moitié qui sont des gens nés sur place. Sur ces gens-là, il y a un... Donc la moitié des blancs français, quoi. Consensus. Il n'y a pas de... Voilà, les indépendantistes ont dit, nous, on accueille, comme on l'a fait pour la liste pour le référendum d'autodétermination, on accueille les natifs au nom d'une forme de droit du sol. Le problème, c'est pour l'autre moitié, c'est-à-dire à peu près 13 000 personnes, qui sont les gens arrivés depuis 98. C'est sur ça que ça bloque en ce moment. Je me tourne, merci pour ces clarifications, Benoît Trépied. 41% de natifs, ok. Je me tourne vers vous, messieurs. Roch Ouakas, membre du syndicat UTSC et membre du parti travailliste kanak, et Dominique Flochy, secrétaire général de l'Union. Et bien sûr qu'elle est raisonnable, la position des indépendantistes. Mais c'est même pas seulement raisonnable, c'est que c'est le sens dans lequel la France avait prévu de s'engager, en donnant à la Nouvelle-Calédonie un statut de voie de décolonisation. Donc le gel électoral, c'est pour permettre une restructuration du pays et un passage à une citoyenneté kanak. Mais à partir du moment où tu procèdes au dégel, en fait, tu veux te mettre dans la poche un corps électoral de nouveaux expatriés qui vont faire en sorte que tu auras toujours de ton côté les gens qui sont pour... Enfin, tu auras forcément une majorité. En fait, tu produis une majorité électorale qui n'ira jamais vers l'indépendance. Et donc, tu continues un processus de colonie de peuplement, en quelque sorte. C'est ça qui se passe. Calédonienne, j'aimerais comment vous accueillez ce projet de loi constitutionnelle. Est-ce que pour vous... Et voilà, la loi enterre l'indépendance, c'est ça. C'est un texte que vous rejetez totalement, qui mériterait d'être révisé. Oui, bonjour à tous. En fait, c'est aussi sur la méthode qu'on les critique.
la méthode du gouvernement qui est sortie des rails sur lesquels la paix a été construite durant ces 35 dernières années. Bah ouais. Les accords de Matignon et de Nouméa, ils ont été construits sur le consensus et sur l'impartialité de l'État. M. Trépied a rappelé un petit peu tous les égarements depuis. Aujourd'hui, il y a un projet de loi constitutionnelle qui est examiné par les parlementaires alors qu'il n'y a pas de consensus local. Oui. Et c'est exactement ce qui s'est passé durant les années 80 et qui a mené aux événements. Et ça, nous, on fait partie d'une mission. On est arrivé avant la commission des lois, on a rencontré tous les députés, enfin, un certain nombre de députés, tous les présidents de groupe. Et c'est le message qu'on leur a passé. Attention, les ingrédients, ils sont là pour que ça se passe mal. On a alerté, on a dit. Donc voilà, la situation, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Hein. On n'est pas... Comment dire, on est un petit peu inquiet de ce qui se passe, puisqu'aujourd'hui on est là, nos familles ils sont sur place, et puis la situation n'est pas au mieux, quoi. Alors, avant de poursuivre la discussion, j'aimerais qu'on prenne la direction de l'Assemblée nationale, puisque notre collègue Lisa Lapp, qui a suivi en compagnie d'André Manivit cette journée cruciale pour la Nouvelle-Calédonie, l'Assemblée nationale a donc examiné le projet de loi constitutionnelle visant à élargir le corps électoral pour les élections provinciales de Nouvelle-Calédonie. Lisa, bonsoir. Bonsoir. On attend le résultat du vote. Ah, mais oui, c'est celle qui présente le truc avec l'économiste, là. Mais pour l'instant, on peut dire que les débats sont assez houleux. Oui, c'est ça. Pour l'instant, la discussion est en cours dans l'hémicycle. Il y a notamment, toute la l'image est de gauche. Discussion autour du vote sur les amendements qui ont été principalement déposés. Ils veulent finir sur la TNT, mais pour l'instant, je suis pas convaincu. Non, mais c'est bien. Non, mais qu'ils aient leur truc TNT, mais il va falloir acheter des caméras quand même. Toute la discussion est autour du vote sur les amendements qui ont été principalement déposés par la gauche et qui sont tous rejetés. Mais du coup, ça a créé quand même une discussion. Le rapporteur a par exemple avancé que par 3 fois, les Calédoniens ont voulu rester français. Alors évidemment, la question est beaucoup plus complexe que ça, et c'est pour ça que vous en parlez d'ailleurs sur le plateau. Gérald Darmanin a accusé la France Insoumise d'obstruction parlementaire avec tous ces amendements. Et la France Insoumise, elle, pointe le gouvernement de passer en force et de s'asseoir donc sur la démocratie. Et la droite avance, elle, de son côté, qu'un homme égale une voix et que nous venons tous de plusieurs peuples. Alors, oui, voilà, la droite, ça va être leur argumentaire. C'est de dire, mais regardez, nous sommes des démocrates, enfin. Il y a aussi beaucoup de débats autour des référendums. C'est pour ça, en fait. Je fais ce stream pour que vous ayez des éléments de discours, pour que vous compreniez, en fait, ce qu'il faut pouvoir opposer à ce type d'argument. Voilà, il faut se former. Il y aura le vote, tu l'as dit, dans quelques heures. Mais en attendant, vous avez pu entendre la position du gouvernement juste avant que je vous parle. Et je suis d'ailleurs avec Madame Obono, donc pour entendre la position du groupe LFI. Vous avez notamment signé une tribune qui demande le retrait du texte. Alors bonjour. Pourquoi demander le retrait du texte aujourd'hui ? Parce que ce texte n'est ni fait ni à faire et qu'il est un détonateur de nouvelles tensions, de violences actuellement, en ce moment, en Nouvelle-Calédonie. Alors... Ils sont tous occupés, les canaux de la TNT. Non, c'est parce que bientôt, en fait, quand tu obtiens un canot TNT, tu l'obtiens pour un certain temps. Et au bout d'un moment, il y a une commission qui va rebattre les cartes et il y a potentiellement des chaînes qui vont partir et des nouvelles chaînes qui vont arriver sur la TNT. Et donc, c'est lors de ce moment-là que potentiellement tu peux faire un dossier pour demander d'arriver sur la TNT. Et donc, c'est ce qu'ils essayent de faire avec le média. De nouvelles tensions, de violences actuellement, en ce moment, en Nouvelle-Calédonie, alors que tout l'enjeu du processus dans lequel il prétend s'inscrire, c'est-à-dire le processus de Nouméa, était de maintenir la paix civile et d'achever le processus de décolonisation pour aller vers l'émancipation, pour aller vers la création d'un peuple kanak, d'une citoyenneté kanak, d'un peuple calédonien avec le peuple kanak, le peuple autochtone qui en serait le centre, le pilier, en reconnaissant les préjudices qu'il a subis avec la colonisation, en reconnaissant aussi l'apport des différentes communautés qui sont arrivées sur ce territoire du fait de la colonisation. Et en fait, tout ça est remis en cause par la volonté du gouvernement et d'Emmanuel Macron de passer en force par son choix de prendre parti pour une des composantes, la composante non indépendantiste, alors que jusqu'à présent, l'État français s'était tenu depuis Nouméa à une impartialité qui était nécessaire en fait au dialogue et au fait que les compromis qui soient atteints entre les différentes parties calédoniennes soient de manière consensuelle et du coup soient légitimes. Or, il est revenu là-dessus, notamment
en maintenant la date du 3e référendum qui avait été prévu en 2022. Puis vous pensez des quoi, elle a quel avis sur les Kanaks? Mais c'est simple en fait, les gens. Le discours qu'on va vous pondre, il est très simple. C'est un homme, une voix. Pourquoi on s'opposerait à un processus démocratique? Mais en fait, là où il faut être pas bête, c'est de comprendre que c'est une question d'institution, que c'est une question de remplacement de la population, et voilà quoi. Et de corps électoral, le dégel de ce corps électoral, ça permet de noyer à jamais les luttes d'indépendance, parce qu'elles se minorisent dans la population. Parce qu'il y a de plus en plus de colons. Enfin voilà, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Été avancé en 2021, en le mettant contre l'avis d'une des parties, les indépendantistes, et puis avec des signaux comme la nomination au gouvernement de Mme Backès, qui est la chef de file des non-indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, et là, avec ce projet de loi constitutionnelle, dont le rapporteur est aussi un membre du parti de Mme Backès. Donc remplacement? Bah oui, un remplacement. Parce que quand tu as une population qui est pauvre et qui n'arrive pas à s'en sortir, est-ce que tu crois qu'elle va faire beaucoup de gosses? Elle peut, hein. Elle peut faire beaucoup de gosses, mais ça va être la merde. Donc généralement, déjà, il n'y a pas un engouement dans le fait de faire des gosses. Alors que quand tu débarques, que t'es prof, ou que t'es policier, ou que t'es militaire, et que tu gagnes 3 fois ton salaire, et que en plus tu te dors la biscotte au soleil, bah bien sûr que potentiellement fonder une famille, faire plein de gosses et tout ça, et puis potentiellement avoir des amis qui te rejoignent, bah oui, c'est comme ça que ça s'opère finalement. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu te retrouves avec une population qui se retrouve étouffée, qui est la population de base sur place, qui se retrouve étouffée et qui baisse en fait. 41% de locaux. Voilà quoi. Des non-indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. Et là, oui, voilà, un homme, une voix, c'est pas ok s'il y a une situation coloniale, oui. Avec ce projet de loi constitutionnelle, dont le rapporteur est aussi un membre du parti de Mme Backès. Donc on voit qu'il y a une prise de positionnement partisan de la part du gouvernement et de l'État. Et donc tout cela remet en cause tout le travail fait depuis 30 ans. Et je rappelle que c'est un travail qui a été difficile parce qu'il y a eu ce qu'on appelle les événements dans les années 80, 4 ans de violence, de quasi-guerre civile avec beaucoup de morts, et qu'il a fallu justement prendre de la hauteur. Il a fallu que l'État français, les gouvernements et les majorités parlementaires, qu'elles étaient de droite comme de gauche, prennent de la hauteur, prennent du recul et acceptent de mener à bien ce processus de décolonisation. Et du coup, c'est quoi l'alternative dans une ex-colonie à une démocratie? Ça sera une démocratie, mais une démocratie kanak. Démocratie kanak, indépendante, et crois-moi qu'ils ont certainement pas envie de couper leur lien avec la France, au contraire. Vu qu'ils ont une langue commune, ils font du business avec, et il y a déjà plein de gens sur place qui viennent de France. Donc ça ne rompt pas les relations avec la France, au contraire. Ça devient littéralement un État indépendant, mais très proche de la France dans son commerce, dans ses projets et tout ça. Et donc ensuite, bah, tu fais une construction commune, quoi. La France finance des projets là-bas, et eux, il y a un échange. Mais sauf que la différence, c'est que c'est plus un dom-tom. Pas plus compliqué que ça, quoi. Monsieur Gérald Darmanin... Mais comme on a avec d'anciennes colonies comme l'Algérie et tout ça, quoi. Qui est complètement discrédité aujourd'hui, qui n'a plus aucune légitimité, mène cette réforme du corps électoral, qui est quand même un des éléments de base en fait de la définition de la citoyenneté, de manière brutale, de manière méprisante. Donc nous demandons son retrait et nous demandons à revenir à l'esprit et la lettre des accords de Nouméa, en mettant en place un comité de médiation avec des personnalités comme d'anciens premiers ministres, je pense à Édouard Philippe, dont le travail a été reconnu par tous les acteurs, à des gardes des Sceaux, à des préfets qui ont joué des rôles dans les années précédentes. La position de la LFI, c'est de retirer Darmanin du dossier parce qu'il est trop policier, quoi. Et de ramener... qui déjà? Telle instance permettrait en fait de reprendre le fil du dialogue avec l'État. Oui, c'est ça, c'est son sous-sol, hein, c'est ces minerais qui intéressent surtout les acteurs politiques. Mais alors qu'est-ce qu'on mine? Attendez, c'est une bonne question. Hein. On mine quoi en Nouvelle-Calédonie? C'est des mines de quoi? Nickel et cobalt? Détient un quart des réserves mondiales du minerai. Le nickel, objet de toutes les convoitises. Et à quoi se sert le nickel principalement? Nickel.
On l'utilise surtout pourquoi le nickel? Pour les batteries. Ah bah tu m'étonnes. Ah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que ça avait passé en force. Hein. Ah oui. Hein. Ah bah ouais. Hein. Quand même un sacré business. Hein. Quand même un sacré business. Hein. Tiens. Bah oui. Bah oui. Et d'aboutir à ce que tout le monde demande en fait. C'est la paix, c'est l'émancipation et la fin du processus de décolonisation. Plusieurs partis de Renaissance disent que ce texte n'entrera pas en vigueur tout de suite. Et la position dans l'océan Pacifique près de la Chine, bah ouais, parce que du coup tu gardes des bons liens avec la Chine, potentiellement tu lui vends une partie de ton... Tu lui exportes du minerai pour ses batteries, pour qu'elle ensuite puisse commencer à fabriquer des trucs pour les iPhones et tout ça, quoi. Oui. Et que ça va permettre une discussion, que Emmanuel Macron va inviter toutes les parties prenantes autour de la table pour discuter de cette révision constitutionnelle. Est-ce que vous y croyez? Et du coup, à quoi sert le vote si après il n'y a pas de mise en vigueur? Précisément, moi je fais partie d'une délégation de la France Insoumise qui s'est rendue en Nouvelle-Calédonie il y a une semaine, à peu près 10 jours, et où on a rencontré tout le monde. Voilà, les indépendantistes, les nationalistes, les dits loyalistes, les associations communautaires, citoyennes, etc. Ce que j'ai constaté, en fait, c'est que le dialogue avait repris, que la discussion a été possible. Et donc, le gouvernement utilise ce projet de loi constitutionnelle pour forcer la main à une des parties, pour forcer la main aux indépendantistes, en prenant le parti des non-indépendantistes, et obtenir aux dépens des indépendantistes et Putain, mais ça me fait chier quand même pour mon ami d'enfance, quoi. Parce que si jamais je lui reparle, peut-être qu'en fait on va se disputer sur cette question. Parce que lui, il est pris au cœur de ce processus. Je rappelle, il est géologue et il travaille justement pour une exploitation minière et il fait de la reconnaissance de où est-ce qu'il faut miner, où est-ce qu'il faut pas miner. C'est son taf, hein. Du coup, il est très bien payé, il est parti là-bas. Mais c'est son premier taf après ses études. Il est jeune, il est pas très politisé. Donc voilà, juste il a envie de kiffer et ça lui permettait de partir... Lui, enfin, c'est un peu un... Il a une mentale en mode je suis un peu un aventurier, j'ai envie de vivre ailleurs qu'en France, quoi. Mais en même temps, je sais pas, moi j'ai presque envie de lui dire fais gaffe parce que t'es pris dans un processus colonial un peu pervers et tout ce dont tu bénéficies, c'est génial, mais c'est... Voilà, quoi. Et je pense qu'il y a moyen qu'on se dispute là-dessus, hein. Mais c'est mon meilleur ami d'enfance, ce gars. Je passais toutes mes journées avec lui, les soirées Call of Duty Pizza, c'était chez lui. Enfin, parle-en avec lui. Bah ouais, en même temps, bon, voilà. J'ai pas non plus envie de... Voilà, quoi. C'est juste un humain, quoi. C'est juste un humain pris dans la fourmilière. J'ai pas non plus... Mais voilà, j'aurais peut-être une discussion avec lui, oui. On l'appelle maintenant en direct. Bah non. D'ailleurs, c'est pas le même créneau horaire. Je sais pas quelle heure il est. Il est quelle heure à Nouméa, là? Nouméa, heure. Je crois que... Oui, voilà, il est 3h du matin, on va pas le réveiller. C'est... Désolé, mais bon. Mais non, mais je discute, bref. Obtenir aux dépens des indépendantistes et d'une grande majorité du peuple kanak, le peuple autochtone, un accord. Et donc, il n'y a rien qui va là-dedans, parce que d'abord, on touche à la Constitution, qui est quand même la norme suprême, pour, en fait, créer un rapport de force et mettre la pression sur des négociations entre partis politiques. Enfin, c'est vraiment, je pense que tous les constitutionnalistes se tirent voilà, les cheveux tellement cette... Mais moi, j'attends le petit discours du Mélenchon, là. À mon avis, Mélenchon, il bosse le dossier. Il va arriver, il va faire un discours, il va dire « Oui, c'est une question économique. Ne vous laissez pas avoir. » Il va te name drop toutes les questions économiques, c'est bien. Cette procédure ne va pas. Et puis, surtout, les discussions ont repris. Il suffirait d'avoir justement changé l'interlocuteur de l'État, que l'État reprenne sa posture impartiale, pour qu'elle puisse aboutir, parce que tout le monde veut pouvoir aboutir. Et en l'État, les cadres mis en place par l'accord de Nouméa continuent, et c'est inscrit par ailleurs dans la Constitution, en fait, déjà. Ce dont on parle est déjà inscrit. Donc ça a été prévu, il était prévu que, au bout des 3... Mélenchon, il est en train de charger son qui. Ah, mais... Après, s'il y a bien une question sur laquelle Mélenchon, il fait grincer des dents, c'est justement sur des questions décoloniales. Hein. Des fois, il est pas clair. Hein. Lui, il va te parler de francophonie et
et de, comment dire, de chances inestimables que la France ait des alliés partout dans le monde. C'est un imaginaire très fantastique. C'est bien, on est dans Fantasia, on est dans Disney un peu. Genre, tout le monde est copain. Voilà. Non, mais moi je vois comment il veut, au travers d'un discours comme ça, se dire qu'on va pouvoir prendre le pouvoir en France et être stylé et respecter les luttes d'indépendance et en même temps être indispensable parce qu'on est la France et qu'on est stylé, on est de gauche et du coup on va faire du commerce mais de manière éthique avec ces pays-là. Je vois qu'il veut faire ça en fait. Mais faut pas être d'élu. Dire peut-être qu'un Mélenchon au pouvoir sur les dom-toms il est pas clair par exemple, vous voyez. Enfin on sait pas quoi. On sait pas. Pour ça je pense que là si jamais il fait un discours sur la question ça va être intéressant. Mais d'ailleurs sur sa chaîne vous pouvez aller voir dans les vidéos les plus populaires un des discours les plus intéressants qu'il ait fait, l'un des plus précis sur Mélenchon sur la question. C'est un discours qu'il avait fait face à des étudiants burkinabés dans une fac. Discours un peu houleux parce qu'il y avait des étudiants pour lui gueuler qu'il y a toujours l'assassin de Thomas Sankara qui vit en France et tout ça là. Et voilà quoi. Mais très intéressant parce que c'est lors de ce discours-là où on voyait... Enfin, la position de Mélenchon, elle est beaucoup plus claire vis-à-vis des ex-colonies quoi. Bref. Référendum, s'il n'y a pas... Ah là, il est en direct là? Ah ouais? Attendez. Non, il est pas en direct là. Vous me racontez n'importe quoi. Vous me racontez n'importe quoi. Ah si. Conférence avec Oussama Sonko et Jean-Luc Mélenchon. À Dakar sur l'avenir des relations Afrique-Europe. Oh, bah précis. Europe. Oh, bah précis. Viens, on regarde. Non, je ne peux pas, j'ai pas le droit. Twitch me l'interdit. Mais allez voir si ça vous intéresse, moi en tout cas. Il y a une résolution. Les procédures et les dispositifs mis en place par l'accord de Nouméa continuent. Donc en fait, il n'y a aucune urgence. C'est ça en fait qu'il faut rappeler. Il n'y a aucune urgence si ce n'est la volonté de passer en force. Et, en fait... Oui, c'est interdit sur Twitch. Tu peux pas regarder le live de quelqu'un en cours de diffusion sur ton live. Genre, c'est pas possible. C'est du vol de contenu pur et simple. Donc, quand bien même tu es allié, Twitch l'interdit. Donc, il faut attendre que ça soit sur YouTube, c'est ça. En vérité, on retrouve là en fait la politique macroniste dans toute sa splendeur, si on peut dire, c'est-à-dire la brutalité et le mépris de la souveraineté populaire. À quelques centaines de mètres, toute l'après-midi, il y avait un rassemblement de soutien au peuple kanak qui demandait la fin de la colonisation. Et où dans ce rassemblement, Éric Coquerel a pu notamment soutenir les manifestations en place qu'il y avait en Kanaky, Nouvelle-Calédonie, et disait que le premier pyromane, c'était le gouvernement et pas l'inverse. Alors, c'est vrai qu'on voit ces images tournées sur toutes les télés d'incendies, de manifestations, de blocages, etc. Quelle est votre opinion là-dessus par rapport à votre collègue de la France Insoumise aussi qui a soutenu ces manifestations? Et nous soutenons bien sûr les manifestations qui veulent une résolution politique, pacifique, et je crois que la demande de continuer le processus de décolonisation, la demande d'émancipation du peuple kanak et plus largement du peuple calédonien, parce que, comme je disais, c'est un peuple multiculturel, est tout à fait légitime, et nous la soutenons. Lorsque j'ai été en Nouvelle-Calédonie, ça a été un passage bref, mais qui nous semblait indispensable. Et malgré la brièveté, moi, j'ai été vraiment marquée par le traumatisme de ce qu'ils appellent les événements, c'est-à-dire les 4 années entre 84 et 88, où il y a eu... Moi, je connais pas. Justement, peut-être il faudrait que je me renseigne. Je connais mal. Je sais qu'il y a eu le GIGN, il y a eu Mitterrand sous Chirac, là, qui envoie... Enfin, il y a eu des morts, c'était horrible et tout ça, mais je connais pas bien l'histoire. Il faudrait que je me renseigne. Au pire, s'il y a peut-être après le média, là, s'il y a une vidéo, on peut peut-être regarder. Une vidéo qui résume un peu ce qui s'est passé. Que moi, voilà, à part ça, je ne comprends pas. Tous ces assassinats, ces morts violentes, et notamment chez les dirigeants indépendantistes et les dirigeants kanaks. C'est vraiment quelque chose qui a traumatisé cette société. Et je crois oui, c'est ça, la grotte d'Ouvéa. Il y avait des otages qui étaient dans une grotte et ils ont envoyé le GIGN pour les buter, quoi. Pas les otages. Hein. Que personne ne veut. Il y en a plein sur YouTube. Bah écoutez, après on regarde ça si vous voulez. Personne ne veut revivre cela. Et justement, c'est d'autant plus irresponsable de la part du gouvernement, c'est d'autant plus irresponsable de la part de Gérald Darmanin d'attiser ainsi les tensions. Et vraiment, à l'origine de toute cette situation, c'est uniquement l'arrogance et
la volonté... voilà, ils ont buté les Kanaks et les otages. Ah ouais. De passer en force du gouvernement macroniste qui crée tout ça. Voilà. Et donc, tout ça est déplorable. Le message de la France insoumise a toujours été, il faut retrouver le chemin du dialogue et de la paix civile. Et c'est ce que nous défendons. Et voilà pourquoi nous appelons au retrait de ce texte qui seul pourra commencer à la fois faire revenir le calme et surtout à permettre... Pour l'instant, c'est mal barré. Hein. Genre, il n'y a que la gauche pour poursuivre. Hein. Il n'y a pas assez de gens pour... voilà, quoi. Que la justice, c'est-à-dire le rééquilibrage... Moi, je suis pessimiste. Hein. Sincèrement, je suis pessimiste. Hein. Ça va envoyer les flics et ça va être horrible. Et voilà, quoi. Je vous avoue que je suis pessimiste. La réparation, l'émancipation... Mais c'est pour ça. Vous, en tant que gauchiste, là... Quand vous êtes dans des assos à vous dire « Ah, nous, on est pour le féminisme, les droits trans, mais on a envie de parler de la Palestine. » Bah là, en ce moment, il faut vous former un peu sur cette question. Parler aussi des Kanaks. Je pense que là, il faut rapidement pouvoir en parler aussi, quoi. Parce que ça va arriver, là. Ça va envoyer l'armée, oui. À nouveau se construire. En tout cas, la voie vers l'émancipation puisse se construire. Voilà. Pour que le calme revienne, il faut retrouver un processus juste. Il faut la justice. Et ça commence par le retrait de ce texte. Merci beaucoup, Daniel Obono. Je rappelle donc député LFI. Nadia, je te rends l'antenne. Merci beaucoup, Lisa, pour cette restitution et merci à la députée Daniel Obono. Du coup, je me retourne vers vous, Roch. Merci beaucoup. Merci. Mais après, justement, je parlais de Mélenchon, je parlais de ses positions à l'égard du décolonialisme. Peut-être qu'une situation comme celle-ci va repréciser un Mélenchon. C'est-à-dire que ça va venir... parce qu'au final, Mélenchon, ces derniers temps, justement, il n'est pas borné. Il a plutôt tendance à se travailler au fur et à mesure du temps sur certaines questions et à peaufiner son discours. Peut-être que ça va préciser des choses aussi chez Mélenchon. Hein. Peut-être qu'il va encore nous surprendre en faisant un peu volte-face sur la question des dom-toms et des choses comme ça, quoi. Je me tourne vers vous, Roch Waka. Je posais la question à Dominique Flichy sur l'opportunité de retirer ce texte ou pas, ou bien de l'amender. Quelle est votre opinion? Est-ce que de la même façon, vous reprochez surtout la méthode plutôt que le texte? Oui, absolument. Le projet de loi constitutionnelle, en fait, tend un petit peu aussi à décortiquer l'accord de Nouméa, surtout dans la façon dont c'est mené à vouloir le constitutionnaliser. Il faut laisser la place à la discussion localement, quoi. Et pas notre premier accord avec l'État français et les loyalistes locaux. C'est qu'on a la possibilité de discuter entre nous et on a le sens du consensus. Donc là, on a un État qui impose sa volonté et qui surtout met un processus, on va dire, de recolonisation du pays. Donc c'est le danger, c'est pas le danger de la démocratie, c'est le danger des disparitions d'un peuple. C'est ce que vous craignez si le vote est étendu aux populations non autochtones? Alors, à la suite En métropole, certains ne se rendent pas compte de la répression que la France fait sur les émeutes dans les dom-toms. Oui, c'est ce qu'on disait. Enfin, c'est le truc aussi qu'on disait vis-à-vis de l'opération qu'avait menée Darmanin. Là. Comment elle s'appelait déjà cette opération à Mayotte? Je sais plus exactement comment il appelait ça. L'opération Wambushu, c'est ça. J'avais complètement oublié le. On dirait le nom d'un Wabbit dans Dofus. Pardon, c'est horrible, mais bon. Désolé, moi j'ai grandi avec Dofus, donc bon, je pense à ça. Bref, mais comment dire? Oui, ce qu'on disait à l'époque aussi, c'est que c'est pour la police, c'est une manière aussi de faire une expérimentation sur des populations qui sont loin de France, d'un dispositif policier. Comment on ratisse un territoire, comment on détruit des baraques. Comment on interpelle et tout ça. Et puis ensuite, on le reproduit au cœur de la métropole, quoi. Darmanin, fan de Dofus. Je pense pas qu'au Wambushu, ça soit lié à des... Bref. Volonté d'ouvrir le corps électoral. Wambushu, c'est reprise en main. Okay. C'est d'empêcher une représentation du mouvement indépendantiste et de la population locale en général au niveau des institutions locales. Et que le risque par la suite, c'est que l'État discute avec l'institution locale qui est une institution, on va dire, dans le sens de l'État français. Donc, et derrière, ça s'arrête. Ce que je pense, c'est que ça ne s'arrêtera pas là. Parce qu'il y a une volonté derrière d'interdire, en fait, ou de ne pas prendre en considération la population kanak. Donc, c'est ça le danger.
Alors, je vais simplement rajouter, par rapport à ce que disait M. Trépied tout à l'heure, c'est que la Nouvelle-Calédonie est inscrite sur la liste des pays à décoloniser. En ce sens-là, la France est un pays administrant. Elle doit accompagner le processus de décolonisation et de deux, elle doit interdire l'arrivée des gens sur les corps électoraux locaux, que ce soit provincial ou référendaire, parce que ça modifie les équilibres locaux. D'accord, donc vous demandez à l'administration, on va dire centrale, de gérer aussi l'immigration donc de la, de la métropole, de l'Hexagone vers la Nouvelle-Calédonie. C'est aussi une de vos revendications. C'est aussi le sens international, au niveau du droit international. C'est que à la limite, le problème serait pas tant un problème s'il n'y avait pas le dégel électoral, quoi. Le droit de... Ça serait moins un problème, mais c'est quand même un problème du point de vue économique. De modifier les déséquilibres démocratiques locaux. Et il doit accompagner le processus de décolonisation. Rester dans le rôle arbitre, mais là, il est complètement sorti de son rôle d'arbitre, d'accompagner le processus sur sa décolonisation. Et les parties prenantes maintenant... C'est sûr que ce processus de décolonisation est un motif de pouvoir. Non! Ben non, parce que ça a été obtenu suite à des mouvements de révolte et tout ça. C'était pour pacifier. Bien, mais voilà, et là, Macron est en train de revenir là-dessus. Donc c'est un coup de force, en fait, qu'opère Macron. Alors si c'était simplement un processus de pouvoir, il y aurait déjà, dans l'accord en lui-même, une manière de ne pas respecter l'accord. Sauf que là, pour ne pas respecter l'accord, il faut littéralement briser l'accord. Donc c'était bien que c'était un garde-fou qui était pour le moment assez solide et qui a permis d'obtenir la paix en Nouvelle-Calédonie, quoi. Tout à l'heure, notre camarade député a bien précisé les choses, ce qui a été fait depuis quelques années de la part du gouvernement de M. Macron, c'est d'avoir un parti pris. Il a déjà fait un parti pris au niveau du dernier référendum en disant qu'au nom de la démocratie, il y a eu 3 non. Mais sans tenir compte qu'il y a quand même un processus qui est reconnu au niveau des instances internationales de l'ONU, où la France est signataire aussi. Donc, elle parle de démocratie, mais elle néglige le fait colonial. Et c'est ça qui manque des fois au niveau des débats de la part des représentants du parti de M. Macron au niveau de l'Assemblée nationale, c'est qu'ils évitent de parler de ce sujet-là. Et en ce sens-là, on voudrait remercier nos camarades de la gauche qui nous ont soutenus beaucoup au niveau des débats. Pour l'instant, on est sans encore à discuter des amendements. Il va y avoir le vote tout à l'heure. C'est un vote qu'on attend de pied ferme. Et nos camarades, mais aussi beaucoup des députés qui nous ont soutenus, on tenait à les remercier parce que ça a fait débat. Ça a fait débat au niveau de l'hémicycle, au sein de l'organe démocratique française, et de rappeler que la Nouvelle-Calédonie reste une colonie et la vocation à accéder à sa pleine souveraineté avec le peuple autochtone. Il y a aussi d'autres résolutions qui concernent le peuple autochtone et que l'État français ne respecte pas. Vous l'avez rappelé tous les deux, la Nouvelle-Calédonie est en voie de décolonisation. Quand est-ce que ce processus devrait arriver à terme, Benoît Trépied ? Je crois que Benoît Trépied, à mon avis, c'est quelqu'un de solide. Genre, il est sûr, il tient bien. Bon, attends, je vais chercher de l'eau. Ma blague, elle m'a saoulé. Ah. Il a des appuis solides, hein. Non, mais j'ai décidé que ce gars, dès qu'il passerait dans un média, maintenant, j'allais refaire la blague à chaque fois. J'ai décidé. Alors, ça dépend sur quel point... Deuxième fois que tu fais cette blague, je la referai à chaque fois. Je comprends. L'accord de Nouméa prévoyait que pendant la vingtaine d'années de l'accord, il y avait un processus progressif de décolonisation qui passait par la construction de cette citoyenneté, qui passait aussi par le transfert progressif et irréversible de toutes les compétences, sauf les compétences régaliennes, de l'État à la Nouvelle-Calédonie, qui fait qu'aujourd'hui, la Calédonie est vraiment au bout du bout de l'autonomie, de la décentralisation. À partir de là, c'est le référendum qui était décisif. Et là où il y a vraiment eu quelque chose d'assez dramatique, politiquement, historiquement, c'est que, en gros, l'accord de Nouméa prévoyait un premier référendum et avait prévu que si la réponse était négative, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie pouvait redemander un deuxième référendum. Et en cas de deuxième non, il pouvait demander un troisième référendum. Premier référendum, tout le monde pensait
que, disons, la revendication kanak s'était éteinte au fil de l'enrichissement, du retour de la paix civile, etc. Donc, quelle ne fut pas la surprise des partisans, enfin de tout le monde en réalité, de voir... En fait, du coup, j'imagine que, vu qu'ils sont 41%, du point de vue électoral, ils sont obligés d'aller convaincre des Blancs, quoi. Dans le sens où ils sont obligés d'aller convaincre des expats, parce que sinon, là, ils sont déjà dans la merde, quoi. Même si le corps électoral était déjà gelé. Donc, à mon avis, il y a des négociations sur l'indépendance intéresserait économiquement plus facilement des gens qui sont à la base des expats. Alors que finalement, il y avait un score beaucoup... Ça dépend des taux d'abstention. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, putain. Oui, c'est vrai, ça m'en parlait, mais il a raison. C'est vrai qu'il faut pas oublier. Même chose qu'en France, hein, même chose que vis-à-vis des européennes ou même des présidentielles, tout simplement. Hein. L'abstention, mais surtout le fait que les gens sont même pas inscrits sur les luttes électorales et que quand tu vis dans un certain niveau de pauvreté ou que tout simplement, tu vois, tu dois faire des kilomètres à pied parce que t'as pas de bagnole pour aller t'inscrire dans un bureau de vote et que c'est un peu compliqué et que t'as un rapport un peu... t'as l'impression que à quoi bon te battre, quoi. T'es dans la pauvreté. Oui, c'est des races. Bah oui, quand t'es pauvre et doomer, t'es un race, quoi. Et en Nouvelle-Calédonie, parmi les Kanaks, il y en a plein des races, hein, ça m'étonnerait pas, tu vois. Enfin, des races qui préfèrent sortir dans la rue parce qu'ils pètent un câble, parce qu'ils n'arrivent pas à remplir le frigo ou à payer le loyer, plutôt que d'aller voter, quoi. Enfin, ça se comprend totalement. Moi, je comprends totalement. Si je m'étais pas politisé, je serais un rase aussi, quoi. Beaucoup plus serré que ce qui était attendu. Deuxième référendum, cet écart s'est encore plus resserré. Et ce qui s'est passé de façon... Vraiment, à mon avis, il y a eu un basculement. C'est qu'après le deuxième référendum, tout le monde a compris, en Calédonie comme à Paris, qu'une victoire du oui à l'indépendance était pour la première fois possible. Parce que et quelques réserves de voix qui pouvaient faire basculer, on est sur quelques milliers d'électeurs, étaient majoritairement du côté kanak. À partir de là, l'État a mis en œuvre une politique consistant à vider le troisième référendum de sa substance en accélérant le processus, alors que c'était sur un cycle de tous les 2 ans, en 2018. On veut bien les laisser voter tant qu'on est sûr que le vote est pour nous, quoi. 2020, tout le monde attendait 2022, mais l'État a dit non, on va le faire en 2021. Ça me rappelle Haïti. Covid. En plein Covid, avec une date qui ne faisait pas l'unanimité au sein de tous les partis indépendantistes. Avec aussi, courant 2021, l'État a sorti un document sur les conséquences du oui et du non à l'indépendance, qui était un document tout à fait catastrophiste sur le oui. C'est-à-dire, il présentait le oui comme une indépendance de rupture, appauvrissement, scénario à l'algérienne, le cataclysme absolu, alors que le non, rassurez-vous, tout ira bien, sans prendre en compte l'évolution même de la pensée indépendantiste, qui ne pense plus forcément l'indépendance comme une rupture totale, mais qui propose une forme d'indépendance association, une forme de partenariat nouveau, donc de renouveler la relation avec la France, en fait. Et ce faisant, là-dessus, le Covid s'est rajouté. Et le Covid, ce qu'il a vraiment posé problème, non seulement donc ça a touché massivement... C'est quoi cette histoire de Covid, massivement les communautés océaniennes. Et ça a endeuillé les familles et les tribus kanaks. Et le vrai problème, à mon sens, c'est que ça ne permettait pas aux indépendantistes de faire une campagne de porte-à-porte, tribu par tribu. Ah, au final, ça a bénéficié aux Français, ça. Abstentionniste par abstentionniste, alors que c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout repoussé le processus électoral, alors qu'ils n'ont pas pu faire leur campagne IRL, quoi. C'est ça l'enjeu, parce que coutumièrement, on ne va pas faire de la politique dans un moment où les gens sont dans le deuil. Et nous, je crois qu'on l'avait fait quand même. Hein. Il y avait pas, durant le Covid, il n'y avait pas le... Je crois qu'il y avait un vote aux européennes et il avait été maintenu, non? Il y avait un vote qui avait été maintenu, je me rappelle. Et les gens... Et tout le monde avait fustigé Macron en disant qu'il était complètement con. Municipal, c'est ça, ouais. C'est municipal, pardon. Oui, ils avaient maintenu le vote. Tout le monde lui disait qu'il était complètement con, que c'est... Enfin, bref. Je parle en présence de... Et ce qui est compréhensible. Hein. De ces messieurs, donc ils me corrigeront si je dis une erreur. Mais je pense que c'était là le nœud. Et donc, il était bien plus sage de dire, écoutez, laissez-nous faire nos coutumes de deuil, parce que le moment est grave. Plus tard, on reviendra à la politique tous ensemble. Si ça avait été le cas, il y aurait eu un vote
comme les précédents, avec une très forte participation, qui aurait eu une valeur politique bien plus forte que ce troisième référendum qui a été vidé de sa substance. Puis le dernier... Putain, donc voilà, en fait, du coup, ça, c'était, durant le Covid, c'était le deuxième référendum. C'est ça, non? Et là, on est actuellement en phase du troisième référendum, c'est ça, non? Dernier élément quand même qu'il faut noter... C'était le troisième. Mais du coup, s'ils veulent faire le dégel électoral, pourquoi? Ils veulent faire le dégel électoral pour... Et là, c'est le quatrième, ok. Les trois ont été faits. Ok, donc le troisième, c'était pendant le Covid. La France, le gouvernement français a bénéficié du Covid pour pas qu'ils puissent faire leur campagne. Et globalement, ils s'en battaient un peu les couilles. Et du coup, il y a eu un taux de participation beaucoup plus faible. Donc ça a commencé à mettre un peu le feu aux poudres chez les indépendantistes. Et là, on est au quatrième. Et là, la stratégie du gouvernement, c'est le dégel électoral. C'est le troisième en anticipé pendant le Covid. Ok, d'accord. My bad, pas de quatrième? Quoi? Le gel électoral était prévu pour 3 seulement dans les accords, peut-être? Ils veulent le dégel pour minoriser encore plus les natifs. Bah oui, mais du coup, ils le font pas parce qu'il y a un vote qui arrive? Il n'y a pas de quatrième. Bah du coup, pourquoi ils le font? Pourquoi ils font un dégel électoral, là? Il n'y a pas de nouveau vote de l'indépendance. C'est ça que je comprends pas. C'est forcément en vue d'un vote ou d'une élection. En même temps, comment tu veux convaincre les gens de la moindre légitimité des institutions avec ce genre de conneries? Pour les autres votes, pour les élections locales, ok. Pour l'institution qui gère l'île, oui, en général, oui. Ok. D'accord. C'est qu'en 2019, Édouard Philippe, dont on a parlé, qui pour le coup a été un Premier ministre très investi sur le dossier calédonien, a déclaré officiellement qu'en cas de troisième référendum, il ne fallait pas l'organiser entre septembre 2021 et août 2022, pendant la période de la campagne présidentielle et législative. Pour que les colons puissent voter au Sénat et au Parlement autonome. Ah ouais. Ah oui, pour qu'au final, on se retrouve à nous... pour représenter la Nouvelle-Calédonie, on va se retrouver avec des sénateurs et des députés blancs de blanc, expats colons et tout ça, quoi. Finalement, il n'y aura plus aucun Kanak au Parlement, quoi. Enfin, en France. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a fait télescoper le calendrier électoral calédonien avec le calendrier électoral national, on est abouti au drame. Ça s'est passé en 1984 avec le début des événements. Ça s'est surtout passé en 1988 avec le drame d'Ouvéa qui a eu lieu entre les deux tours de la présidentielle. Ouais, c'est un remplacement. Donc Édouard Philippe, connaissant cette histoire, avait dit le dossier calédonien, parce qu'en fait, il y a une espèce de, normalement, une sagesse dans les partis de gouvernement en France, qui est depuis 88, depuis Rocard, qui était de dire on n'instrumentalise plus la Calédonie, parce qu'en fait, ça nous revient toujours en pleine figure. Ça, c'est revenu en pleine figure du PS, du RPR à l'époque. Ils ont bien compris la leçon, et c'est pour ça que rien n'a changé, quel que soit, pendant 35 ans. Mais au moment, au lendemain du deuxième référendum, clairement, le président Macron et son gouvernement a changé de stratégie, a sorti l'État de sa partialité, et donc on arrive à une situation de blocage actuelle. C'est bien pour ça que, à mon sens, la responsabilité fondamentale, c'est celle du gouvernement français. Ok. Bon, je pense qu'on s'arrête là pour le truc du média. C'est bien, ça a fait un bon résumé. Je pense qu'on a